Bonjour à tout le monde, moi c'est Karim, je suis le chef de la cybersécurité chez StreamScan. Donc, je m'occupe de plusieurs choses, notamment tout ce qui est réponse aux incidents dans les organisations dans la région, au Québec, mais aussi à l'international qui se font hacker. Puis, je suis aussi spécialisé dans tout ce qui est détection, prévention d'intrusion. Donc, dans ce cadre-là, j'aide les compagnies à non seulement renforcer la sécurité des organisations, mais aussi à détecter les attaques, les cibler, et les contrecarrer le plus rapidement possible pour éviter que ça se transforme en problème. Super, merci beaucoup. Et puis moi, mon nom, c'est Karine Brisson, donc je suis directrice stratégique croissance et des ventes, principalement pour les secteurs du spatial défense, infrastructure critique, et notamment aussi pour les fameuses certifications également, CMMC et PCCC, qui permettent aux entreprises, en fait, de faire affaire avec le département de la défense américaine et canadienne. Donc, en fait, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, donc, on va juste faire un petit rappel sur qui est StreamScan. Donc, en fait, qui sommes-nous? Donc, StreamScan, en fait, est votre partenaire spécialisé en cybersécurité qui est dédié à la surveillance, également aussi à la protection, la réponse rapide aux attaques pour réduire les risques et les pertes. Donc, en fait, chez StreamScan, on a une équipe de pointe qui a à peu près une trentaine d'experts en cybersécurité qui sont constitués de chercheurs, chasseurs de cybermenaces, analystes, développeurs et hackers éthiques. Et en fait, notre petite histoire a débuté en 2011. Donc, en fait, notre première expérience sur le terrain de la réponse aux incidents, qui d'ailleurs, on en fait toujours. Donc, ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on fait de la réponse aux incidents. En 2014, nous avons vu l'obligation, en fait, de commencer notre recherche et développement. Donc, en fait, on répondait à des cas de réponse aux incidents. Et puis, c'est lorsqu'on s'est aperçu que certaines entreprises dotaient de technologies, de processus, mais continuaient à se faire hacker. Donc, c'est de là, en fait, que le besoin de faire la recherche-développement a débuté. Donc, notre première technologie a vu le jour en 2017 et qui a d'ailleurs aussi été reconnue par le gouvernement canadien pour son innovation. Et puis, c'est à partir également de 2017 que nous avons décidé d'offrir des services de surveillance 24/7 à partir de notre site ici même à Montréal. Et puis, depuis, on continue toujours à faire la réponse aux incidents, ce qui forge en fait notre méthodologie et approche opérationnelle pour répondre aux types de cyberattaques que l'on voit sur le terrain. Ce qui nous permet aujourd'hui, en fait, de dire, le fait qu'on est quand même en affaires depuis 2011, que StreamScan offre une protection globale 360 degrés. Donc, en fait, on peut autant répondre à l'axe de pilier qui est au niveau stratégique, donc que ce soit de la mise en conformité, des obligations sectorielles. On peut avoir des approches aussi qui sont par secteur pour mieux répondre aux besoins d'entreprise. On a aussi au niveau opérationnel, donc on a une équipe SOC, donc de niveau qui va aller jusqu'à un niveau 4, peut faire la surveillance active de nos clients 24 heures sur 4, 7 jours sur 7. Aussi, également, nous offrons une panoplie d'autres types de services qu'une entreprise doit avoir en cybersécurité. Et puis, nous avons aussi toujours le côté réactif, c'est-à-dire notre équipe de réponse aux incidents qui est active depuis 2011. Donc, au sein de notre entreprise, donc, StreamScan a plusieurs certifications. Donc, à l'habitude, on peut voir une certification. Donc, présentement, nous en avons deux à ce jour, donc de SOC 2 type 2, ISO 27001. Et puis, nous avons aussi la certification CMMC niveau 2 qui est en cours présentement pour être certifiée avant 2026. La raison est pour laquelle que nous avons plusieurs clients, en fait, qui doivent se conformer à des certifications rigoureuses par le secteur, pour le secteur de la défense. Et puis, nous avons juste décidé aussi également pour faciliter les audits de nos clients, également pour les clients qui utilisent nos technologies, on va se respecter le même type de certification qu'ils doivent être en obligation. Donc, ça fait juste démontrer en fait que StreamScan a entièrement les habiletés nécessaires pour travailler des entités, que ce soit des entreprises privées, des entités gouvernementales, le CST aussi également, le Centre de sécurité et de communication pour ceux et celles qui connaissent, et Défense nationale du Canada avec lequel on a déjà fait plusieurs types de projets. Et puis, notamment, on est très fiers, en fait, de dire haut et fort que StreamScan est une entreprise qui est 100% canadienne, surtout avec les enjeux présentement, donc c'est important de le mentionner. Donc, en fait, nous, on conçoit, on développe en interne aussi nos propres technologies, puis on a notre expertise qui est d'ici. Donc, c'est juste, en fait, pour mentionner qu'à ce titre, on rivalise, en fait, l'excellence des plus grands acteurs américains. Puis, on propose aussi également des solutions qui sont éprouvées également au sein des secteurs les plus critiques, notamment la défense ou infrastructure critique. Donc, sans plus tarder, en fait, on va rentrer dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, qui est de parler, en fait, c'est quoi un SOC exactement? C'est quoi le type d'expertise qu'on peut rencontrer? Et puis, surtout, l'importance d'avoir un SOC en 2025. Donc, en fait, c'est quoi la mission d'un SOC? C'est, en fait, sa principale mission, c'est de surveiller, détecter, analyser, répondre aussi également aux incidents de cybersécurité au sein d'une organisation. Donc, il agit comme le centre nerveux, si on peut dire ainsi, de la sécurité informatique en centralisant la collecte, l'analyse,
des données qui proviennent de l'ensemble des systèmes du réseau. Donc, aussi les équipes qui se trouvent au sein du SOC, donc qui mettent en œuvre des outils les plus avancés pour identifier afin de minimiser les impacts sur les activités de l'organisation. Puis aussi également, le SOC doit jouer un rôle essentiel dans la protection continue des systèmes d'information et la réduction des cyber-risques. C'est très important de comprendre que le SOC, vraiment, sa principale mission, c'est d'être concentré 100% sur la cybersécurité. Donc, il agit vraiment en tant qu'externalisation de votre équipe TI pour être seulement concentré à la cybersécurité. Donc, on a plusieurs modèles de SOC qu'on peut voir. Donc, il y a un modèle hybride qu'on peut voir souvent dans les plus grandes organisations qui ont déjà des équipes de cybersécurité à l'interne, donc qui externalisent quand même certaines parties pour s'assurer d'avoir une expertise pour certains cas. Sinon, on a également un SOC interne ou un SOC externe. Les raisons pour laquelle, en fait, c'est vraiment une décision d'affaires pour lesquelles les entreprises décident d'aller vers un modèle ou un autre. Cependant, il y a certains éléments qu'il faut prendre en considération lorsqu'on veut faire son choix sur quel type de SOC nous voulons avoir. Donc, il y a une question de ressources humaines, il y a une question de processus aussi à mettre en place, de technologie, et notamment de s'assurer d'avoir une visibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ce qui demande de monter une équipe aussi à l'interne. Donc, il y a certaines choses à prendre en considération lorsqu'on veut faire un SOC à l'interne. Donc, il peut avoir parfois des coûts élevés en termes d'investissement de personnel, d'outils, de formation en continu pour s'assurer que vos équipes ont bel et bien tout question en main pour pouvoir effectuer le meilleur service. Ça nécessite aussi également des compétences pointues et diversifiées. Donc, quand on fait face à un cas, il faut s'assurer qu'on ait de l'expertise qui est quand même différente pour pas avoir toute la même expertise au sein d'une équipe, bien évidemment. Et aussi, ça peut s'avérer être difficile à maintenir d'avoir une surveillance 24/7 pour les petites et moyennes entreprises, surtout si on ne l'a jamais fait auparavant ou c'est pas notre corps métier principal. Donc, quand on externalise en fait le SOC, il y a quand même plusieurs avantages. Donc, ça vous donne en fait accès à des experts expérimentés, à des technologies de pointe aussi également qui sont éprouvées, puis qu'eux sont en mesure de bien connaître pour utiliser dans leur day-to-day. On a aussi moins de contraintes pour tout le niveau du recrutement et formation d'entreprise parce que ceci ne vous concerne pas nécessairement. Donc, souvent, ce sont des coûts également qu'il faut prendre en considération, des coûts qui sont internes. Donc, ça vous assure aussi également d'avoir une surveillance et réponse 24/7, souvent à moindre coût pour les PME, dû au fait que vous avez un service qui est externalisé et puis dans les équipes SOC en tant que telles, ils ont déjà leur roulement de personnel qui peuvent vous assurer cette couverture. Puis, on a également aussi au niveau de la flexibilité et de l'adaptabilité selon les besoins de l'entreprise. Donc, pour tout ce qui est au niveau des avantages de l'externalisation, il y a quand même plusieurs avantages à prendre en considération, surtout si c'est quelque chose que vous avez jamais fait en tant que tel. Donc, premièrement, ça vous permet de voir certains coûts réduits. Donc, l'externalisation, ça permet de mutualiser en fait les ressources humaines et techniques, ce qui rend en fait les services moins chers que la gestion d'un SOC qui est à l'interne. Donc, il n'est pas nécessaire en fait de recruter ou de former des experts en interne, ce qui représente quand même une économie de temps et d'argent. Ça vous donne également aussi accès à l'expertise et aux technologies de pointe. Donc, en fait, les prestataires qui disposent d'équipes expérimentées et surtout formées en continu. Donc, sur diverses technologies également, tout dépendant de ce que vous utilisez à l'interne. Donc, ça fait en sorte que les SOC qui sont externalisés, en fait, permettent d'avoir les outils les plus avancés du marché parce qu'ils font toujours la veille sur c'est quoi les meilleurs outils qui leur permettent d'être toujours plus proactifs pour une surveillance et une réponse optimale. Ça vous assure une couverture 24/7. Donc, en fait, c'est pas de façon ad hoc. Donc, c'est vraiment une couverture qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour s'assurer que vous avez toujours la couverture totale, notamment pour les PME. Donc, on voit souvent, en fait, des entreprises qui font de la surveillance de façon ad hoc, mais on s'entend que s'il n'y a pas une surveillance qui est couverte 24/7, c'est pas une surveillance qui est accrue au sein du réseau. Donc, il y a des risques en tant que tel. Donc, il y a également aussi une meilleure veille sur les menaces. Donc, on parle beaucoup de threat intelligence aussi par rapport à tout ça qui est quand même notamment intéressant. Il y a certains produits qui viennent avec du threat intelligence déjà intégrés, mais aussi il faut l'expertise pour être capable de créer des règles pour s'assurer de toujours réduire les faux positifs et puis de mettre les configurations à jour. Donc, ça apporte d'avoir une meilleure veille aussi sur les menaces. Et puis, il y a des SOC aussi également qui sont spécialisés dans certains créneaux de marché. Donc, ça permet aussi également de créer des règles pour s'assurer que vous avez une meilleure protection pour les types de menaces qu'ils peuvent rencontrer dans votre secteur d'activité.
Il y a une flexibilité et adaptivité. Donc, le service s'adapte également aussi aux besoins de l'entreprise en tant que telle. Souvent, on voit certains niveaux de services qui peuvent répondre à l'entreprise. Puis, vous pouvez vous voir aussi d'avoir un contrat qui peut évoluer dans le temps, tout dépendant des besoins et des types de menaces qui visent votre organisation. Et puis, ça se fait selon l'engagement clair. Il y a un contrat, il y a un SLA qu'on met en place là, pour divers niveaux de services. Et vous voyez notamment, en fait, un retour sur investissement. Donc, en fait, ça permet d'éviter des pertes financières qui sont importantes en cas d'incident, tout en offrant un ROI qui est supérieur pour un coût opérationnel qui est minimal. Donc, on parlait un peu plus tard, c'est au niveau de l'expertise interne, donc de s'assurer d'avoir un certain nombre d'analystes qui peuvent couvrir aussi une surveillance 24/7, également la formation continue, l'achat des outils. Donc, tout ce genre de choses que vous devez prendre en considération quand vous externalisez le moindre coût pour un coût mensuel, mais c'est là que vous voyez le retour sur investissement quand même assez rapidement. Donc, sans tarder, oui, on parle d'un SOC, qu'est-ce qu'il y en est, c'est quoi la mission d'un SOC, mais qu'est-ce qu'on retrouve au sein d'un SOC? Il y a 4 niveaux. Puis ici, je vais laisser mon collègue prendre la parole pour vous expliquer c'est quoi les différents niveaux et puis c'est quoi les différences entre elles. OK, merci Karine. En fait, lorsqu'on met en place un centre de surveillance de la sécurité, que ce soit un SOC interne ou externe, il y a plusieurs modèles qui existent. Hein. Mais les modèles qui sont les plus efficaces, c'est des modèles qui sont à plusieurs niveaux. Donc, globalement, les SOC de niveau 1, ce sont des analystes qui sont des juniors, qui sont dans l'équipe, qui font de la surveillance, mais tout ce qu'on leur demande, c'est de s'appuyer sur des scénarios qui sont déjà connus, de prendre les décisions. Par exemple, on va créer ce qu'on va appeler des playbooks qui vont arriver avec certaines spécifications du genre. Si vous voyez tel type d'activité malicieuse qui se passe dans le réseau, voici la réponse que vous devez fournir. Donc, l'analyse de niveau 1, il s'en tient juste à cela. Il regarde les alertes, les événements, il les choisit en fonction de ce qui est dans son playbook, puis il prend des décisions. S'il tombe sur des cas qui sont un peu plus complexes que lui, il va le transférer à d'autres personnes qui sont de niveau 2, qui ont un niveau d'expertise, je dirais, intermédiaire, qui sont capables de pousser les analyses pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, par exemple, un scénario classique qu'on va retrouver avec les analyses de niveau 1, ça va être, comme on le voit à l'écran ici, une attaque de type brute force. Globalement, vous voyez, pendant une période de temps très, très rapprochée, vous avez plusieurs tentatives de connexion qui ont lieu et qui échouent. Donc, par exemple, au niveau de Windows, l'événement dans le ID 4625, ça concerne des tentatives de connexion qui ont échoué. Donc, vous voyez une période très, très limitée, plusieurs tentatives de connexion qui échouent. Ça veut dire que l'entreprise ou le système qui est ciblé fait face à ce qu'on appelle une attaque par force brute. Donc, quand c'est une attaque par force brute, ça veut dire que quelque part, quelqu'un, soit de l'interne ou de l'externe, utilise un outil, c'est forcément via un outil, et cet outil-là essaie de générer de nos utilisateurs de mots de passe aléatoirement dans plusieurs cas, puis le mot de passe généré va être utilisé pour essayer de se connecter au système. Puis l'objectif du pirate, c'est d'espérer qu'il y ait un mot de passe qui existe dans votre réseau qui nous permet de se connecter. Donc, dans ce genre de scénario, c'est quand on dit à l'analyse de niveau 1, tu vois une attaque de type brute force, identifie c'est quoi l'adresse IP de la machine qui essaie de faire le brute force et bloque l'adresse en question. Donc, il bloque, puis son travail est terminé. Donc, on peut avoir plusieurs variantes. Par exemple, à l'écran ici, on voit un autre scénario d'attaque qui est une brute force, mais qui concerne, par exemple, tout ce qui est un serveur de transfert de fichiers FTP. Donc, on voit plusieurs connexions qui ont lieu dans une période de temps qui est très, très proche. Même réaction, on dit à l'analyse, prendre l'action de bloquer la source, puis ça s'arrête là. Donc, les analyses de niveau 2, on s'attend à ce qu'ils aient quand même un peu plus d'expérience. Hein. Ils ont géré des cas, plusieurs scénarios de niveau 1, puis là, ils commencent à avoir plus d'expérience pour être en mesure d'analyser des événements un tout petit peu plus complexes. Donc, l'idée chez eux, c'est l'analyse de niveau 1 n'arrive pas à régler un cas, il transfère au niveau 2 qu'il prend. Dans certains cas, il va falloir qu'il essaie de reproduire le scénario. Il faut qu'il y ait une compréhension ou une expertise qui est plus pointue, qui lui permet d'aller au-delà de qu'est-ce que le périmètre de surveillance de l'analyse de niveau 1. Par exemple, analyse, à des attaques de type brute force où on essaie d'identifier les mots de passe, ça c'est le niveau 1. Mais quand on a un cas un peu plus complexe, par exemple, il y a un fichier qui est téléchargé par un utilisateur sur un ordinateur. Évidemment, ce fichier, si c'est un nouveau fichier, il n'est pas dans le playbook de l'analyse de niveau 1. Donc, on s'attend à ce que l'analyse de niveau 2 soit en mesure de prendre ce fichier-là,
puis de reproduire le scénario de téléchargement du fichier par l'utilisateur, et ensuite qu'il analyse pour essayer de voir est-ce qu'il est capable de conclure face à ce qu'il voit ou est-ce qu'il n'est pas capable de conclure. Et s'il n'est pas capable de conclure, ben, la bonne pratique veut qu'il transfère la demande au niveau de l'analyse de niveau 3. Donc, un exemple, par exemple, de scénario qui peut être considéré comme étant de niveau 2, on a déjà eu un cas réel d'une organisation qui a ouvert un poste. Donc, ils ont fait des publications sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment. Et les ressources humaines ont reçu plusieurs CV. Donc, une personne qui s'occupait de la préqualification des CV a constaté qu'un CV avait été envoyé, mais le fichier s'est retrouvé dans les spams. Donc, puisque évidemment, ça faisait référence à un poste, l'utilisateur en question a téléchargé le fichier. Donc, après le téléchargement du fichier, il a essayé de l'ouvrir. C'est un document PDF. Il ouvre le fichier et chaque fois qu'il essaie d'ouvrir le fichier, ben, il constate que l'antivirus bloque le fichier. Donc, c'est quelque chose qui est anormal. Donc, dans un scénario de ce genre, évidemment, c'est un cas qui est un peu plus complexe que le niveau 1. Donc, l'analyse de niveau 2 le prend, il le regarde, puis il se dit, OK, comment je peux valider est-ce que le fichier il est malicieux ou pas? Donc, le premier réflexe de plusieurs équipes de cybersécurité, que ce soit des SOC internes ou des SOC externes, c'est d'aller vers ce qu'on appelle les sandbox, qui sont des outils d'analyse qui sont dans le cloud, où on a l'un qui est très connu, qui est VirusTotal, mais il y en a d'autres. Hein. Donc, les analystes vont avoir tendance à prendre le fichier et à l'uploader dans VirusTotal pour voir est-ce que VirusTotal peut donner une décision. Pour rappel, VirusTotal, c'est une plateforme qui est connectée à plusieurs, je pense actuellement, ils sont autour de 70 antivirus et outils de détection de malware. Donc, lorsque vous soumettez un fichier via la plateforme VirusTotal, il y a une requête qui est envoyée à tous les antivirus. Chacun devra les analyser pour donner un verdict. Donc, dans ce scénario spécifique-là, l'analyse de niveau 2 prend le fichier, il l'upload dans VirusTotal et, comme par hasard, il n'y a aucun antivirus qui est disponible sur la plateforme qui permet de le détecter comme étant malicieux. Donc, pour quelqu'un qui a un niveau intermédiaire, je dirais de niveau 2, le premier réflexe pourrait être de dire, ben, si je le soumets à VirusTotal et qu'il y a 70 antivirus qui me disent qu'il est clean, c'est que forcément le fichier il est clean. Donc, dans ce cas-là, on va informer la personne qui essaie d'ouvrir le fichier que le fichier il est clean et qui pourrait peut-être essayer de l'ouvrir sur un autre ordinateur. Ben, ce qui aurait été une grosse erreur dans ce scénario spécifique-là. Donc, l'autre alternative, c'est de dire, la première alternative, c'est de dire, ben, le fichier il est clean, on s'arrête là, mais chez nous, par exemple, dans la structuration de nos analyses et tout, dans un scénario pareil, on dira l'analyse de niveau 2, même si tu le soumets à n'importe quel outil qui te dit que le fichier il est clean, parce qu'il y a un doute quelque part, transfère-le à un niveau 3 qui, lui, va être capable de pouvoir l'analyser beaucoup plus en profondeur pour conclure si effectivement on est face à un cas qui est bénin ou est-ce que c'est un cas qui est malicieux. Donc, dans ce genre de scénario, la demande va être transférée à une personne qui est un analyste de niveau 3 qui, lui, va pousser les investigations d'une autre manière pour pouvoir être en mesure, par exemple, de tirer les bonnes conclusions. Donc, dans un scénario comme ça, l'analyse de niveau 3, il récupère un fichier qui semblait a priori clean. La première chose qu'on attend de lui, c'est la rigueur. Hein. C'est de ne pas se dire, ben, puisque l'analyse de niveau 2 l'a soumis à des plateformes qui disent que le fichier est clean, donc je vais présupposer qu'il est clean et puis je ne fais rien. Donc, lui, il prend le fichier, il l'analyse pour comprendre comment ça se fait que 70 antivirus disent que le fichier est clean, alors que quelque part, le fichier a le vertu, il y a un souci là-dessus. Donc, il commence à regarder, par exemple, le fichier en question. On a plusieurs manières de l'évaluer. Hein. On pourrait l'exécuter dans un environnement d'analyse qui est complètement séparé pour prendre les décisions. Mais là, lui, il a l'obligation de vérifier en profondeur le fichier. Puis quand il fait les vérifications, il se rend compte que dans le fichier PDF en question, il y a le champ target. Donc, globalement, dans tous les fichiers que vous voyez, il y a toujours une option qui est le champ target qui indique en réalité quelle action va s'exécuter une fois que vous cliquez sur le fichier. Donc, ici, quand on regarde bien dans le champ target, vous voyez plus bas en rouge, on a une commande qui est intégrée par le pirate en fait sur le fichier en question, de telle sorte que lorsque vous essayez d'ouvrir le fichier, ce qui se passe, c'est que vous avez une connexion, une commande qui s'exécute, il y a une connexion qui se fait à l'extérieur, il y a un téléchargement d'une application qui se fait et qui s'installe sur votre ordinateur de manière passive, sans que vous vous en rendez compte. Donc, en réalité, ce qui se passait, c'est que le fichier, chaque fois que l'utilisateur essaie d'ouvrir le fichier en question, ce qui se passait, c'est que le fichier essaie d'établir une connexion à l'extérieur pour aller récupérer des choses et c'est ça qui faisait qu'en fait, le fichier était bloqué. Donc, une analyse de niveau 3 a l'obligation dans ce genre de cas-là
non seulement de regarder plus en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mais aussi la commande qu'il a vue qui est intégrée dans la partie target, il a l'obligation de le prendre, de l'exécuter dans un environnement de sandbox, de voir exactement quel est le comportement global. Donc, l'environnement de sandbox, c'est globalement un environnement qui est complètement isolé. Hein. C'est un environnement d'analyse. Il exécute, il observe le comportement. Est-ce que le fichier télécharge autre chose? Si oui, qu'est-ce qu'il télécharge? Est-ce qu'il établit des connexions avec des systèmes, des adresses IP ou des nodes de domaine externes? On va les identifier. Et surtout, quel est l'impact sur l'ordinateur sur lequel le téléchargement a eu lieu? On va accéder à des informations, est-ce qu'il y a des fichiers qui ont été créés, est-ce qu'il y a des fichiers qui ont été ouverts, etc. Et puis tout ça, ça nous permet quelque part de modéliser le comportement global de l'activité malicieuse en question et d'arriver ensuite avec des bonnes recommandations pour éviter que ça se transforme en problème dans l'organisation. Donc, ça, c'est une tâche qu'on s'attend à ce qu'une analyse de niveau 3 soit en mesure de réaliser. Puis, évidemment, la clé ici, au-delà de l'expertise, c'est vraiment le flair, hein, le niveau de l'expérience qui va faire en sorte que la personne qui, de niveau 3, reçoit la requête va se dire, ça, il faut que j'applique de la rigueur, puis que je fasse l'analyse comme il faut, parce que si je ne le fais pas, il pourrait arriver que ça se transforme en problème plus tard. Donc, globalement, c'est ce qui va se passer. Hein. Donc, on va partir du principe que l'analyse de niveau 3, lui, il a quand même une bonne expertise dessus. Il va être capable de pouvoir faire ça. Puis, évidemment, ben, dans les cas qui sont plus complexes, parce qu'il peut arriver qu'on tombe aussi sur des scénarios qui sont un peu plus difficiles, je dirais, auquel cas, on s'attend aussi à ce que l'analyse de niveau 3 le prenne et puis qu'il escalade à quelqu'un d'autre qui a un niveau d'expertise qui est beaucoup plus élevé que les siennes. Puis, dans la plupart des sorts qu'on voit sur le marché, je dirais que les analyses sont au niveau 3 pour diverses raisons. Hein. Donc, tout simplement parce que dans certains cas, lorsque vous utilisez des outils de tierces pour réaliser vos investigations, il peut arriver que vous tombez sur un cas qui est inconnu, mais malheureusement, vous n'êtes pas en mesure, par exemple, de créer des signatures que vous allez réinjecter dans cette technologie. Puis dans ce genre de scénario, ce qui va arriver, c'est que les analyses de niveau 3 vont contacter l'éditeur ou la compagnie qui a créé la technologie pour leur demander est-ce qu'ils peuvent pousser les investigations pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis par expérience aussi, souvent, ce qu'on voit, c'est que lorsque vous contactez les gros auditeurs, notamment, ben, dépendant de votre taille, il se pourrait que s'ils considèrent que vous êtes une petite compagnie, peut-être qu'ils ne vous répondront pas ou ça pourrait prendre 1 semaine ou 2 semaines avant qu'ils vous répondent. Et puis malheureusement, il se pourrait que ça soit une activité qui est malicieuse en réalité et puis que avec le délai de réponse, vous soyez peut-être victime d'une intrusion alors que vous aurez pu l'éviter si vous aviez eu très rapidement la possibilité d'accéder à des personnes qui sont capables de faire ces investigations et de vous arriver avec les bonnes recommandations. Donc, pour résumer cette partie-là, ce type d'outils, ce type d'attaque-là qu'on va avoir au niveau de l'exécution de ce type de fichiers, les outils qui vont être capables de le détecter, ça va être les EDR et les systèmes de détection prévention d'intrusion. Si vous avez un antivirus classique tel qu'on le connaît, il ne va pas être capable de pouvoir les détecter tout simplement parce que les antivirus n'ont pas été créés pour ça. Juste pour un petit rappel, la différence entre un antivirus et un EDR, c'est que l'antivirus a besoin de voir des fichiers. L'utilisateur voit un fichier, l'antivirus prend le fichier en question, il analyse pour déterminer est-ce que le fichier en lui-même, est-ce qu'il est problématique ou pas. Il va souvent s'appuyer sur des bases de données qui contiennent des signatures de plusieurs types de fichiers. Donc, il prend le nouveau fichier que vous avez, qui est sur votre ordinateur, il calcule le hash ou divers types d'algorithmes derrière et il le compare à quelque chose qu'il connaît déjà. S'il tombe sur un cas qui existe déjà dans sa base de données, ben, il va conclure que c'est un fichier qui est malicieux, auquel cas vous allez avoir une réponse, le fichier va être bloqué et mis en quarantaine. Mais concernant les EDR, le EDR va plus loin que le fichier en question. Le EDR va attendre l'exécution du fichier. Une fois que le fichier est exécuté, qu'est-ce qui se passe? Donc, on peut avoir un fichier qui est considéré comme étant clean. Vous le soumettez à tous les antivirus. Aucun antivirus ne le détecte, mais dès que j'exécute le fichier, pour diverses raisons, le fichier, en s'exécutant, commence à établir des connexions vers l'extérieur, commence à vouloir écrire d'autres choses sur l'ordinateur. Il commence, par exemple, à scanner votre réseau. Tout cet ensemble d'informations ou d'activités supplémentaires qu'on va appeler souvent des processus ou des éléments des informations de télémétrie, ben c'est toutes ces informations-là que les EDR vont collecter et analyser en plus pour déterminer est-ce que même si le fichier il est clean, est-ce que lorsqu'on l'ouvre, le comportement qu'il exhibe est considéré comme étant un comportement qui est normal ou est-ce que c'est un comportement qui peut être assimilé à quelque chose qui est malicieux. Donc, si c'est malicieux, si par exemple le fichier qui s'exécute essaie de télécharger des choses ou essaie de scanner d'autres machines dans le réseau, ben pour le EDR, c'est quelque chose qui est anormal, donc il va
prendre une action de blocage qui va consister littéralement à tuer le processus qui est en train de réaliser ce genre d'activité-là. Donc, si vous avez un antivirus classique, il y a des choses que vous allez détecter, mais en ayant une EDR au-dessus, ben, l'EDR va vous permettre non seulement de détecter tout ce que l'antivirus détecte de manière classique, mais aussi va vous approcher cette couche supplémentaire aujourd'hui qui est très, très importante en matière de protection des réseaux, notamment le fait qu'on voit que les attaques deviennent de plus en plus complexes et on voit aussi l'intelligence artificielle utilisée de plus en plus dans les attaques. Donc, il faut s'attendre à ce que de moins en moins, la détection se fasse directement sur les fichiers, mais aussi sur le comportement global de tout ça. Puis évidemment, une fois que, par exemple, la connexion s'établit, ben, le système de détection de prévention de l'intrusion va être au niveau du périmètre du réseau. Donc, à l'entrée du réseau, il va être capable de voir la communication qui sort vers une adresse IP ou un autre domaine externe qui est considéré comme étant pas très clean, auquel cas la requête peut être bloquée là-bas aussi. Donc, pour ceux qui pensent que lorsqu'on a un outil de type SIM, donc un système de collecte, d'analyse d'événements de sécurité, des logs dans les réseaux, ceux qui pensent que c'est suffisant pour être capable de se protéger contre des attaques de ce genre et tout, c'est clair que la réponse est non. Ce n'est pas assez, il faut passer à un autre coup supplémentaire pour pouvoir être en mesure de pouvoir anticiper de manière proactive le blocage de ce type d'attaque-là. Donc, parlant maintenant de sorte des analyses de niveau 4, en fait, le but de cette expertise-là, on l'a vu venir de par notre expérience sur le terrain en matière de réponse aux incidents et en matière de surveillance de la sécurité du réseau. Donc, on se rend compte que dans certains cas, vous faites l'analyse, puis si vous avez besoin de parler avec l'éditeur de la technologie, ça peut prendre du temps. Un scénario réel qu'on a déjà vu dans une organisation il n'y a pas très longtemps, justement, c'est une personne de l'organisation qui reçoit un email dans lequel il y a un fichier. Il utilisait la plateforme Microsoft Defender. Le fichier a été téléchargé, mais le jour 1, le fichier n'a pas été tagué par Microsoft Defender comme étant malicieux, pour diverses raisons, parce que l'algorithme, la manière de créer le fichier fait en sorte que les algorithmes de détection de Defender ne l'ont pas détecté au jour 1 comme étant malicieux. Donc, l'équipe en question, ils ne font rien parce que pour eux, le fichier est clean. Et quelques jours plus tard, le fichier qui était sur l'ordinateur de l'utilisateur devient détecté par Microsoft Defender comme étant malicieux, tout simplement parce qu'il y a eu des mises à jour d'antivirus, mises à jour de modèles de détection qui ont fait en sorte que quelque chose qui la première fois est considéré comme étant clean se fait détecter plusieurs jours plus tard comme étant quelque chose qui est malicieux. Donc, le scénario, ce que ça montre ici, c'est que, supposons que le pirate était dans le réseau, le jour 1 où le fichier en question est rentré dans le réseau, il aurait pu l'exécuter sans que Defender soit en mesure de le détecter. Puis, ça aurait été normal parce que les signatures de détection n'étaient pas incluses dans Defender. Mais par contre, lorsque vous êtes dans un scénario où vous avez une analyse de niveau 3 qui tombe sur un fichier de ce genre et puis qu'il a le doute, il pense que le fichier n'est pas clean, il pourrait le soumettre à Microsoft en attendant la réponse, ça aurait pu prendre quelques jours. Alors que si dans l'équipe, on avait une analyse de niveau 4 qui lui a l'expertise de prendre le fichier en question et puis de se dire, ce fichier-là, je le trouve un peu bizarre, je vais faire de la rétro-ingénierie, je vais pousser les analyses moi-même, sans compter sur l'éditeur, mais parce qu'évidemment, il faut qu'il en ait l'expertise, et qu'ensuite, il soit en mesure, lui, de tirer les mêmes conclusions que Microsoft aurait fait. Ça aurait pu permettre très rapidement, le même jour, par exemple, de déterminer que le fichier il était malicieux, puis de prendre des actions de blocage. Heureusement, dans le scénario que je présente, heureusement, plusieurs jours plus tard, le fichier a été détecté comme par Defender, donc il n'y a pas eu d'exécution, donc la compagnie n'a pas eu d'incident, mais ça aurait pu conduire à un incident si le fichier avait été exécuté plusieurs jours plus tard. Avant cela. Donc, ici, l'analyse de niveau 4, on s'attend à ce qu'il soit capable de prendre des cas qui sont spécifiques que le niveau 3 ne peut pas analyser et qui soit en mesure, lui, de trouver des moyens de pouvoir les analyser de manière plus approfondie, pouvoir tirer des conclusions plus précises quant au caractère malicieux ou pas du fichier en question. Donc, une fois qu'il fait ces analyses-là, il doit être en mesure de pouvoir créer des signatures de détection qu'on va pouvoir injecter soit dans un EDR ou tout autre outil de sécurité. Il doit être aussi capable de prendre ce fichier-là, de faire les analyses pour créer des modèles de détection basés sur l'intelligence artificielle qui vont être utilisés pour entraîner un modèle de détection comportementale pour que la prochaine fois où le même fichier ou des variantes de ce fichier-là sont détectés sur la machine, ben, il y a des actions de blocage automatiques qui se fassent là-dessus. Donc, par un scénario de cas que je m'attends à ce qu'un analyse de niveau 4 travaille, parce que nos analyses de niveau 4, c'est des choses qu'ils font. Vous tombez sur un scénario, vous tombez sur un ordinateur, vous avez un fichier qui est malicieux, un fichier qui est douteux, là, on va dire douteux. Vous ouvrez le fichier, vous tombez sur des caractères, comme vous le voyez à l'écran. Dans le jargon de la cybersécurité, on parle d'obfuscation de code. Donc, les pirates
pour éviter que les outils de détection, prévention d'intrusion dans les réseaux les détectent, ils vont utiliser d'autres méthodes qui permettent d'obfusquer le code de telle sorte qu'il soit plus lisible. Et s'il n'est pas lisible, il y a de fortes chances que lorsque les outils qui font la détection par signature le voient, ben, ils considèrent que c'est quelque chose qui n'est pas malicieux puis ils le laissent passer. Donc, on tombe sur un fichier de ce genre dans les réseaux. Pour nous, l'analyse de niveau 4, le premier réflexe, c'est de prendre le fichier, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait déjà et d'où ce qui vient. Donc, globalement, on a des méthodes, il y a des plateformes qui permettent de faire de la désobfuscation de code. Donc, lorsqu'on désobfusque ce code-là, on va tomber sur, par exemple, la partie que vous voyez en bas avec des caractères qui commencent par AAA, puis on voit CDTMP, CD var run. Donc, pour ceux qui sont familiers avec Linux, globalement, ce code-là, ce qu'il fait, c'est qu'une fois qu'il est exécuté, il va être en mesure, c'est ce qu'on appelle c'est des shellcodes, là. Donc, c'est un programme informatique qui va être exécuté à distance, qui va permettre, par exemple, de se déplacer sur un ordinateur, d'exécuter du code sur cet ordinateur-là, même sans que l'utilisateur ait besoin d'avoir un ordinateur, un mot de passe sur la machine. Et pire encore, même si vous avez une authentification multifacteur pour accéder à ces serveurs-là, l'exécution de ce type de code-là va permettre de bypasser tout ça et d'exécuter du code sur la machine avec des droits administrateurs à distance, là. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que le code malicieux en question, le pirate est capable, à partir de son code à distance, de se déplacer dans certains répertoires. Donc, il va dans un répertoire qui s'appelle var1, il peut aller dans MNT, il peut aller dans plusieurs répertoires. Et en plus, une fois qu'il est sur la machine, il va établir une connexion à distance inversée. La commande, globalement, la commande wget, c'est une commande qui permet de faire du téléchargement de fichiers à l'extérieur. Donc, il exécute une commande sur votre ordinateur avec des droits administrateurs qui lui permet d'aller sur une adresse IP qui est 185.163.47.189. Il va télécharger un fichier qui s'appelle xb.sh. Il essaie une première méthode. Si la méthode wget n'existe pas, il va essayer la méthode curl, qui est un autre moyen de télécharger. Donc, les pirates, ils ont toujours plusieurs codes à leur arc. Hein. Ils se disent, ben, si j'essaie, peut-être que pour diverses raisons, la commande wget n'existe pas. Donc, je passe par la deuxième méthode qui est curl. Toujours le même scénario. Il essaie de télécharger le même fichier, xb.sh. Une fois que le fichier est téléchargé, on voit le chmod 777, qui est globalement une commande qui existe sous Linux ou Unix, qui permet de donner des droits, tous les droits à un programme informatique avant de l'exécuter. Donc, le pirate se donne les droits. Ensuite, il exécute le fichier en question. Puis, il fait ce qu'il a à faire. Donc, notre analyse de niveau 3, il regarde ce fichier-là, il désobfusque, puis il regarde le code et puis il essaie de comprendre qu'est-ce que le code en question réalise. Donc, on voit par exemple vers la fin, dans la partie rouge, on voit qu'une fois que le code est exécuté, le pirate, il s'offre même le luxe d'exécuter une commande qui est rm-rf sur le xb.sh où il va supprimer le fichier qui a été téléchargé. Alors que le fichier a été exécuté, il est exécuté, puis ensuite il est supprimé. Et il va même supprimer des logs, tous les logs sur la machine, incluant l'historique des connexions sur la machine. Tout ça, ça va être supprimé sur l'ordinateur. Donc, vous êtes dans un scénario où vous avez un programme malicieux qui a déjà été exécuté, qui a mémoire, qui s'exécute, qui réalise des actions, mais le fichier il a été supprimé de votre ordinateur de telle sorte que lorsque vous le cherchez, vous ne le voyez pas. Donc, pour une analyse de niveau 4, quand on est face à un cas pareil, on se pose des questions, on se dit, c'est quoi exactement le fameux fichier xb.sh qui a été téléchargé par le pirate? C'est ce qui intéresse le plus, au-delà de l'attaque. L'analyse de niveau 4 va vouloir comprendre c'est quoi réellement ce fichier-là. Parce que s'il n'est pas en mesure de tirer des conclusions ou d'accéder à ce fichier, malheureusement, ben, il a une vue qui est partielle, ce qui ne nous permet pas d'apporter la protection optimale à l'organisation. Donc, le fichier en question, le fichier xb.sh, dans certains cas, malheureusement, des cas pratiques qu'on a vus, ça peut être difficile de le trouver parce que le site web en question, avec l'adresse IP qu'on avait vu dans le code, il se peut que pour diverses raisons, le site web a été démantelé, mais il y a des exemples du programme malicieux en question qui continuent toujours à s'exécuter. Si ce n'est pas le cas, donc notre premier réflexe, c'est, dans la page précédente, c'est de télécharger, exécuter la même commande wget pour essayer de télécharger le même fichier xp.sh. Si on se rend compte que le serveur sur lequel il est stocké n'existe plus, on va quand même continuer à le chercher parce qu'on a accès à d'autres plateformes, on a d'autres méthodes qui nous permettent de trouver encore ces fichiers-là. Donc, par exemple, si on télécharge le fichier en question qui est le xb.sh, on a accès à son code et puis globalement, ce qu'on voit, c'est que le premier fichier, le pirate, il s'était connecté pour aller faire un téléchargement. Dans ce code malicieux-là encore, il y a une autre commande qui est exécutée, qui est wget, qui va sur une adresse IP 205.185.113.123 et il va télécharger un code qui s'appelle mcoin.
Donc, on voit que le pirate utilise toujours le même scénario. Si le wget ne fonctionne pas, ben, il va utiliser curl sur le même site pour aller essayer de trouver le mcon. Il va lui donner les droits, il va l'exécuter le programme. Et puis, quand on regarde les arguments, le programme s'exécute et il établit une connexion vers l'extérieur sur une machine qui est 205, 185, 133, 123. Sur le port 3333, il y a une communication qui est établie et ça consomme les ressources de l'ordinateur jusqu'à un maximum de 95%. Donc, ce qu'on voit ici globalement, c'est un programme, c'est un code qui est exécuté à distance, dont l'objectif, c'est de prendre le contrôle de certains serveurs pour miner des bitcoins. Donc, ça mine le bitcoin. Vous allez voir vos serveurs dont les ressources vont être utilisées. Le CPU va être utilisé jusqu'à 95% parce qu'ils ont besoin de temps CPU pour faire le traitement. Et tous les résultats vont être transférés à l'extérieur via le port 3333. On se serait arrêté au scénario précédent. On aurait juste une vue partielle de l'attaque. Donc, on n'aurait pas compris que c'était du minage de Bitcoin et que les communications sortaient sur le port 3333. Mais le fait d'avoir poussé les investigations jusqu'à ce niveau-là permet ensuite d'avoir un portrait qui est beaucoup plus exhaustif de la situation, puis d'arriver avec les recommandations de se dire non seulement il faut bloquer les adresses IP qu'on a vues précédemment, mais il faut aussi bloquer cette adresse IP qu'on a là. Et aussi, on va faire une analyse globale du réseau pour voir est-ce qu'il y a des machines qui ont communiqué sur le port 3333 ou pas. Donc, toutes les machines qui ont communiqué sur le port 3333, c'est des machines qu'on va isoler parce qu'il y a de fortes chances qu'ils aient tous été infectés par cet outil de minage de Bitcoin. Donc, ça, c'est la partie, je dirais, des réactions de l'analyse de niveau 4. Mais il ne va pas s'arrêter là. Parce que, on le sait, en général, dans l'écosystème de cyberattaques, si je prends par exemple le contexte spécifique des outils malicieux, on sait que 70% des codes malicieux qu'on trouve aujourd'hui sont des variantes de code qui existent déjà. Donc, ce que ça montre, c'est que les pirates, plutôt que de réécrire les programmes informatiques à partir de zéro, ben, ils n'aiment pas réinventer la roue. Ils reprennent des codes qui existent déjà, puis ils rajoutent des fonctionnalités supplémentaires qui les permet quelque part d'arriver très vite avec quelque chose qui est malicieux. Donc, ça, on comprend bien aussi entre le niveau 3 et le niveau 4, oui, c'est une question d'expertise, mais également aussi d'environnement, d'outils et de processus également à mettre en place pour faire la rétro-ingénierie, la création de signatures. Absolument. Donc, comme Karim l'a mentionné. Oui, autre chose que je pourrais rajouter ici rapidement, c'est que lorsque l'analyse de niveau 4, il fait toutes ces exécutions, il va aussi créer des signatures hein, parce qu'il va voir le comportement global. Puis, il va aussi l'exécuter dans un environnement de sandbox avec pour objectif d'être en mesure de pouvoir détecter les variantes. Donc, l'idée, c'est à partir de cette attaque de minage de Bitcoin qu'on a détecté, est-ce que je peux détecter les autres variantes? Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe. Il établit une connexion vers l'extérieur via une adresse IP, puis il y a telle ou telle commande qui sort. Donc, il modélise tout ce comportement-là et ensuite, on va le soumettre à un outil d'intelligence artificielle qui va, lui, apprendre à connaître ce comportement-là, de telle sorte que chaque fois qu'il voit des variantes, ben, il tire les bonnes conclusions qui s'imposent. Donc, par exemple, nous, notre centre de recherche et développement nous permet d'avoir un environnement pour y faire l'analyse, la rétro-ingénierie, la création de signatures, parce que nous sommes concepteurs de nos propres technologies. Donc, on se doit aussi également d'analyser les technologies diverses sur le marché pour en améliorer les nôtres, mais aussi également d'avoir une veille accrue sur c'est quoi les nouvelles types de vulnérabilités qui pourraient être sur le marché. Donc, en fait, ça nous permet d'avoir un SOC qui va d'un niveau jusqu'à 4. Et puis, en fait, notre centre de recherche et développement nous apporter à développer, comme on a vu sur la matrice un peu plus tôt dans notre histoire, notre brevet. Notre brevet, en fait, que nous avons depuis 2014, qui est un brevet américain. Donc, Karim, est-ce que tu peux expliquer un peu plus au niveau de l'architecture? Donc, tu as mentionné un peu plus tôt que 70% des variables des codes, en fait, c'est la reconnaissance des familles. Donc, quelle a été la raison pour laquelle on a développé un module d'intelligence artificielle qui est basé sur cette obligation? Ben, en fait, je dirais ici que l'idée des 70% est très... Ce chiffre-là, on l'a depuis plusieurs années, on continue toujours de l'observer et tout. Donc, on voit que les pirates font de moins en moins d'efforts, ils s'appuient sur ce qui existe déjà. Juste pour petit rappel et tout, en moyenne, chaque jour, les éditeurs d'antivirus ils vont faire face ou ils vont identifier autour d'1 million de nouveaux codes malicieux par jour. Donc, dans ce 1 million, vous avez 70% qui sont des variants d'autres malwares qui existent déjà. Donc, nous, notre approche, notre méthode, c'est de dire, pour chaque fichier malicieux que je trouve, je vais être capable de pouvoir détecter toutes les variantes de ce fichier-là dans le futur. Donc, plus on a fait,
Et puis, plus on a mesure, quelque part, de pouvoir non seulement anticiper les prochaines générations de cet outil malicieux, mais aussi de détecter toutes les variantes que les gens vont imaginer. Donc, globalement, depuis 2014, nous avons mis en place un environnement de sandbox dans lequel on exécute on a plusieurs millions et des millions qu'on exécute tous les jours, on en exécute en batch. Puis, pour chacun de ce qu'on fait, c'est qu'on exécute dans un environnement de sandbox, puis on récupère toutes les informations que le malware en question a exécutées. Par exemple, j'exécute un code qui envoie des requêtes DNS, puis essaie de scanner le réseau et ensuite établir une connexion vers l'extérieur. Le pays n'a pas d'importance pour moi, pour la simple raison que ce que j'essaie de déterminer, c'est le comportement global. Donc, j'élimine tout ce qui peut être lié à des contraintes, qui peut biaiser l'analyse. Donc, j'identifie quels sont les types de requêtes, quel est le temps interarrivé entre les deux requêtes, parce que souvent, on rencontre aussi, dans certains cas, vous exécutez le code et tous les jours, à minuit, 5 minutes, il y a une connexion qui est envoyée à distance à un système de commande et de contrôle pour l'indiquer qu'il est toujours disponible dans les réseaux en question. Donc, ce comportement global, là, je le prends, on l'identifie, toutes les requêtes qui sont liées à ce comportement, et une fois qu'on l'a, on va créer un modèle de détection qu'on va soumettre à un module d'intelligence artificielle pour lui dire, chaque fois que vous voyez un code, littéralement, c'est un peu ça, hein, chaque fois que vous voyez un code et que vous l'exécutez, et puis qu'il exhibe, on va dire, 95 ou 75% du comportement de qu'est-ce qu'on vient de vous soumettre, ben, considérez que c'est une variante de l'outil malicieux en question. Donc, lui, il prend cette information, il s'entraîne, puis à un moment donné, une fois qu'il finit son entraînement, il est en attente. S'il y a une nouvelle requête qui rentre, ou il y a un code qui s'exécute, il prend tout l'ensemble et puis il se dit, est-ce que ce comportement-là ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu? Est-ce qu'il ressemble à 30% ou est-ce qu'il ressemble à 99% de quelque chose que j'ai déjà vu? Si c'est 99% de quelque chose qu'il a déjà vu, ben, il va avoir une alerte qui va être générée, qui va être envoyée sur la console ou par courriel ou par d'autres moyens à l'analyste qui lui va le prendre, qui va ensuite confirmer. C'est cette étape-là qui est la plus complexe, notamment lorsqu'on parle de détection de comportements anormaux, pour la simple raison que celui qui doit être capable d'analyser une alerte qui a été générée par un outil d'intelligence artificielle doit avoir aussi de l'expertise en intelligence artificielle pour être en mesure de comprendre déjà qu'est-ce qui a fait que l'alerte a été générée. Souvent, quand on parle d'AI ou de manière plus générale, on parle d'apprentissage machine, on a l'impression que c'est un module, une unité quelque part qui prend les décisions. La réalité, lorsqu'on parle de l'apprentissage machine, il y a ce qu'on appelle les estimateurs. Vous avez littéralement, dépendant du modèle que vous avez choisi, vous pourrez avoir 100 juges, vous pourrez en avoir 1000 modules, entre guillemets, qui sont considérés comme des juges. Donc, dès qu'il y a une information qui leur est soumise, chacun l'évalue et donne un score. Par exemple, vous pourrez avoir un estimateur qui prend une requête et puis qui estime que le fichier il est clean. Puis, il y en a un autre qui pense qu'il est malicieux et d'autres pensent qu'il est clean, d'autres pensent qu'il est malicieux. Puis, la moyenne globale, c'est que vous allez voir comme taux de détection, ça va être la moyenne de qu'est-ce que tous ces estimateurs-là auraient déterminé. Donc, moins vous avez des estimateurs, et puis évidemment, la décision se prend rapidement. Plus vous en avez, plus ça prend du temps, mais la décision est précise. Donc, c'est tout ce travail-là qui est en dessous du capot qui font en sorte que les outils ou les trafics vont être analysés par ces modèles-là pour déterminer est-ce qu'il est malicieux ou pas. S'il y a une alerte qui a été générée, l'analyse doit le prendre, doit refaire des validations là-dessus pour confirmer est-ce que effectivement c'est un cas qui est malicieux. Si c'est un cas malicieux, ben, on envoie une requête, on le flague comme étant malicieux. Donc, le module d'intelligence artificielle le considère comme étant effectivement quelque chose qui est correct. La prochaine fois que la même requête a lieu, ben, il va générer une alerte. Alors qu'il peut arriver que vous faites l'analyse, puis vous confirmez à la fin que c'est un faux positif. Donc, si vous le flaguez comme étant faux positif, c'est que le module d'intelligence artificielle reçoit comme message, c'est OK, je pensais qu'il était malicieux, mais au final, il est clean. Donc, la prochaine fois que ce même type de fichier va être présenté ou le même comportement va être exhibé, ben, j'ai juste à le considérer comme étant quelque chose de clean. C'est ce qui fait que le taux de faux positif baisse avec le temps. Donc, on est dans un scénario, je le dis de manière plus générale comme ça, dans plusieurs compagnies, on va avoir tendance à déployer des outils d'intelligence artificielle et on va penser que tout va fonctionner de manière automatique, tout seul. La réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. L'outil a besoin de quelqu'un qui l'aide aussi à réduire le taux de faux positifs. Donc, si vous avez personne qui flag, qui dit tel comportement est clean, tel comportement est malicieux, au final, vous avez un outil qui roule bien, certes, mais qui n'apprend pas, alors que votre objectif, c'est toujours le fider avec l'information pour qu'il puisse éliminer les faux positifs de telle sorte qu'avec le temps, ils deviennent beaucoup meilleurs que lorsque vous l'avez déployé au jour 1. Donc, on a fait des recherches là-dessus et tout, puis on a déposé un brevet qui arrive avec une approche, une méthode de pouvoir faire ces analyses-là pour prendre des décisions sur les outils malicieux.
ce qui nous apporte en fait d'avoir notre différence. Donc en fait, chez StreamScan, donc on se démarque en fait par notre approche qui est totalement intégrée grâce à notre stratégie de monitoring qui est modulable. Donc on anticipe en fait et adapte en continu nos services selon vos enjeux spécifiques. Donc comme vous voyez à votre droite en fait de l'écran, donc notre outil CDS, c'est une plateforme en fait qui comporte plusieurs technologies. Donc en plus d'avoir leur couche de technologique pour leur propre pour qu'est-ce qu'ils doivent respecter en termes de technologie, comme EDR, IPS, IDS, on a aussi un SIM. Donc, en fait, on ajoute aussi également notre algorithme d'intelligence artificielle sur le dessus. Donc, ça apporte vraiment une valeur ajoutée. Donc, également prendre en considération que nous, StreamScan, on va être certifié bientôt pour la CMMC niveau 2. Donc, en fait, ça fait en sorte qu'on garantit une conformité qui est rigoureuse pour les organisations, par exemple, qui travaillent dans le secteur de la défense. Mais tous nos clients et partenaires qui bénéficient de nos technologies, nos services, vont bénéficier également aussi de ces conformités rigoureuses qu'on met en place au sein de notre entreprise. Puis, en nous changeant, en fait, ça fait en sorte que vous bénéficiez d'un partenariat qui est simplifié parce que tous les outils et services de cybersécurité sont fournis auprès d'un seul unique interlocuteur, sans la multiplication des contrats et pour répondre à plusieurs obligations que vous pouvez faire face selon votre secteur d'activité ou client aussi également. Donc, notre Cyber Threat Detection System, qui est notre console CDS, a réuni en fait IPS IDS, le EDR, qui est également aussi avec un antivirus. On a la gestion du SIM, donc pour les journaux. On a également aussi le service MDR également qui vient, et puis l'investigation pour la réponse aux incidents et des scans de vulnérabilité qui font tous partie des obligations que vous devez faire, surtout si vous êtes en obligation de conformité ou respect aussi de certaines lois également, tout dépendant de votre secteur d'activité. Donc, ça fait juste démontrer qu'il y a autant sous tous ces briques en fait technologiques qui sont éprouvées en fait pour vous offrir une protection qui est de bout en bout et surtout avec une réactivité inégalée grâce à notre expertise celle de niveau 4. Donc, on combine vraiment l'intelligence artificielle de nos solutions ou de celle de nos clients, et également aussi avec notre expertise humaine qui peut aller jusqu'au dernier niveau qui est le plus haut sur le marché. Donc, nos technologies se donnent au niveau de la service de surveillance. Donc aussi, comme Karim l'a mentionné, donc c'est important de réitérer le fait que nous, on fait la réponse aux incidents depuis 2011. Donc, c'est pas juste une question d'analyse, mais également aussi de développer un flair selon également l'expérience qu'on acquiert sur le terrain. Donc, aujourd'hui, en fait, il faut comprendre que les certifications cybersécurité, les obligations réglementaires aussi imposent de plus en plus la mise en place de la surveillance active des systèmes informatiques. Donc, ces exigences, ils s'appliquent par le fait qu'il y ait la montée puissante des cybermenaces, en fait, qui font face, qui deviennent de plus en plus fréquentes, surtout sophistiquées et aussi ciblées, tout dépendant de quel secteur d'activité vous œuvrez. Donc, la surveillance active permet non seulement de détecter, en fait, rapidement les incidents de sécurité, aussi de collecter des preuves, de documenter les actions d'entreprise, de prouver la conformité aux exigences réglementaires ou, si certains clients vous imposent aussi également avant le transfert de certaines informations stratégiques pour la collaboration. Donc, les organismes certificateurs ou les autorités aussi comprennent qu'une approche réactive, ça ne suffit plus nécessairement en 2025. Donc, il est désormais indispensable de surveiller en continu les réseaux et les applications pour prévenir les cyberattaques, de limiter les impacts pour garantir la résilience de l'organisation. Donc, ça fait en sorte que la surveillance active est devenue un pilier central aussi au niveau des certifications, des obligations de cybersécurité, parce qu'elle vous accompagne aussi tout au long de votre processus, surtout si vous êtes en certification, ou juste si vous voulez améliorer aussi également votre niveau de maturité en matière de cybersécurité. Donc, notamment, on parle beaucoup de certifications parce que les certifications ne font que commencer en 2025. Donc, on voit maintenant des conformités de secteur, on voit des lois aussi apparaître, et également aussi certains joueurs de l'industrie, dont certains clients, vous obligent à vous conformer à certaines choses qu'eux veulent voir auprès d'un partenaire ou d'un fournisseur. Donc, par exemple, on a ici la certification CMMC qui est requise par plusieurs cadres de conformité. Notamment que vous voulez travailler pour le secteur de la défense, il y a certains points de contrôle dans lesquels ils vous obligent à avoir la surveillance réseau. Donc, en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles. Karim, est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus en détail pour les points de contrôle et puis pourquoi que pour surtout la certification CMMC, maintenant, c'est requis et obligatoire au sein du réseau? Ben, moi, je dirais que dans le contexte spécifique de CMMC, l'idée, c'est vraiment de s'assurer que les données que vous détenez, qui viennent de la défense américaine,
sont protégés pour éviter qu'il y ait des cas d'intrusion. Donc, pour ça, l'un des éléments clés ici, c'est non seulement la surveillance, renforcement de la sécurité des réseaux, avoir des processus en place, puis aussi une surveillance en continu pour être capable de pouvoir détecter les cas plus rapidement. Parce que dans certains cas, on voit des organisations qui vont déployer des outils, puis les outils ne sont pas surveillés. Si les outils ne sont pas surveillés, malheureusement, une attaque va commencer. On le voit souvent dans certains cas où l'attaque commence depuis 2 mois. Il y a plusieurs bruits qui sont faits, mais tout simplement parce que les gens ne regardent pas les alertes, ça finit par se transformer en intrusion. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de surveiller tout le temps, détecter les cas malicieux, puis de pouvoir les bloquer rapidement pour éviter qu'il y ait un accès non autorisé à ces données-là qui viennent de la défense américaine, mais aussi pour la défense canadienne. Exact. Et puis également, donc oui, on parle à CMMC, mais il y a plusieurs autres aussi certifications sur le marché, mais notamment aussi la surveillance active, ça nécessite d'avoir de la documentation, la réalisation de rapports. Donc, le fait d'avoir une équipe qui est habituée de mettre en place et puis qui a également aussi leur propre processus déjà en place, ça facilite également votre certification. Et puis, en 2025, en fait, un SOC, c'est primordial. Donc, en fait, la présence d'un SOC est aujourd'hui cruciale pour la sécurité des organisations parce que ça permet de faire face à un environnement cyber de plus en plus complexe et aussi menaçant. Donc, on parle aussi également, Karim le mentionnait un peu plus tôt, qu'on a les technologies de EDR. Donc, eux, leur but principal, c'est d'analyser les fichiers en tant que tels, mais c'est pas assez dans un cadre où est-ce que, si c'est un fichier qui n'est pas reconnu nécessairement par la technologie, il faut qu'il y ait une deuxième couche de protection. Donc, ça fait en sorte que vous devez vous doter d'une expertise qui comprenne les différents types de technologies sur le marché, mais également aussi, comme Karim l'a mentionné, c'est pas juste non plus une analyse, mais aussi qui sait comment les configurer en temps réel pour s'assurer qu'ils soient toujours en mainte amélioration pour répondre au type de cybermenaces que vise votre organisation. Donc, une simple protection passive, ça suffit plus nécessairement. Donc, il est indispensable d'avoir une surveillance en continu 24/7, 7 jours sur 7, parce qu'on le sait, c'est pas nouveau, en fait, que les hackers, à 5 heures, on peut dire, qui clock off. Donc, en fait, c'est en continu. Et puis, également, vous devez avoir la surveillance active, là, justement, pour détecter les instants de sécurité plus tôt possible au lieu d'être en mode réaction. Donc, ça vous permet d'y répondre efficacement, puis surtout réduire les dommages. Donc, en fait, le SOC en tant que tel offre plusieurs avantages majeurs. Donc, premièrement, c'est la détection rapide et réponse efficace. Donc, on n'est plus juste en mode réaction, mais on est en mode proactif. Donc, on identifie et analyse aussi les menaces en temps réel. Donc, ça permet de limiter les dégâts qui sont financiers. Mais il y a d'autres dégâts aussi également, là, quand on rentre dans la question de la réponse aux incidents, qui ne se limitent pas seulement à du financier, mais juridique, réputationnel aussi également. On a de la misère à quantifier, mais on a vu certains cas dans les journaux, notamment au cours des dernières années, sur lesquels malheureusement, une mauvaise gestion a apporté des risques réputationnels pour l'entreprise. Donc, on parle également aussi de la conformité réglementaire. Donc, ça aide en fait que les entreprises respectent des obligations légales en assurant la traçabilité des événements et de la documentation des actions qui ont été menées. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, la certification, comme on en parle, ça fait que commencer. Les entreprises commencent de plus en plus à avoir des cadres se dessiner, même auprès de leurs clients. Donc, c'est important d'avoir une expertise qui puisse y répondre et puis documenter également en cas que vous devez démontrer certaines activités que vous faites à l'interne. Également aussi, il y a la prévention qui est proactive. Donc, grâce à la veille technologique, donc l'analyse comportementale, l'intelligence artificielle, le SOC, en fait, analyse et anticipe les attaques avant qu'elles surviennent, puis propose des solutions adaptées. Et puis, ça permet aussi également de proposer de la formation pour les employés à l'interne de l'entreprise selon votre cas spécifique. Donc, ça, c'est des choses qui sont très importantes parce que oui, le risque humain reste toujours une des premiers risques au sein des entreprises. Et puis, on a également aussi la protection des données sensibles, donc très important. Donc, il protège les actifs numériques de l'entreprise, puis aussi de ses clients. Donc, surtout si on parle, exemple, de la chaîne d'approvisionnement, vous traitez des données qui sont les vôtres et puis celles de vos clients, fournisseurs, partenaires. Donc, ça renforce ainsi la confiance, la crédibilité aussi également de l'organisation et démontrer que vous avez une bonne gestion de risque en matière de cybersécurité, puis que vous avez une équipe qui est expert en qu'est-ce qu'ils font. Donc, ça permet d'avoir cette crédibilité auprès de vos partenaires ou même l'obtention de nouveaux contrats pour certains types d'industries. Donc, en résumé, en fait, un SOC est un pilier stratégique
pour garantir la résilience de votre entreprise, la continuité des activités, la conformité pour faire face aux cyberamenaces en constante évolution et puis également aussi aux changements de conformité que l'on fait face. Donc, on a vu certaines certifications au cours des dernières années, même s'ils sont basés sur des vieux modèles qui reposent, il y a eu beaucoup de changements. Donc, on a montré un peu plus tôt la CMMC. Présentement aussi, on a la PCCC, qui est la sœur de CMMC, mais pour la chaîne d'approvisionnement canadienne, qui est encore en mouvement présentement. Donc, avoir un SOC aussi externalisé vous permet en fait de garder le prix et puis qu'eux puissent toujours s'ajuster pour vous assurer que vous êtes toujours conforme aussi également. Donc, merci d'avoir assisté à la présentation. Donc, en fait, on a une petite séance de questions. J'ai vu qu'il y a des questions déjà dans le chat, mais s'il y a certaines personnes qui désirent lever la main pour pouvoir poser des questions, donc vous êtes les bienvenus de le faire. Donc, je vais passer à la première question en attendant qu'une personne peut-être se manifeste. Donc, on a une question ici de FP. Donc, comment la chasse aux menaces automatisées, donc, se compare-t-elle à celle qui est faite par des analystes humains? Ça, ici, c'est une très bonne question parce qu'on voit souvent, en fait, les questions auprès des clients ou des fois des mauvaises interprétations de c'est quoi le trade hunting humain et automatisé. Donc, je pose la question ici à notre expert Karim. Moi, je dirais la chasse aux cybermenaces automatisée a de la valeur. Hein. Donc, ça permet de gagner du temps en termes d'analyse, donc d'aller plus vite pour trouver, par exemple, les sources des threads et tout. Mais l'avantage de l'humain, c'est que, comme j'aime bien le dire, en général, l'intelligence artificielle n'apprend pas des erreurs des autres, par exemple. Donc, dans un contexte où vous avez un humain qui fait les analyses, il tombe sur un cas qui lui semble douteux, le petit doute quelque part va faire en sorte que l'analyse va pousser les investigations versus le module qui fait l'analyse automatisée. Il génère l'analyse automatisée via des modules d'intelligence artificielle. L'objectif, c'est qu'il y ait un humain qui le valide après. Alors que lorsque c'est un humain qui le fait, il va être capable de pouvoir pousser, aller chercher tout ce qui lui semble douteux. C'est juste le flair qu'il a qui va faire en sorte qu'il va se dire ce trafic-là ou cette analyse-là, même si j'ai l'impression qu'il est clean, je pense qu'il est malicieux et qu'il va pousser ses investigations, va faire en sorte qu'il va arriver avec un résultat qui est beaucoup plus efficace que si on laissait juste la machine y aller. Donc, pour résumer, je dirais il y a une complémentarité entre la machine et l'humain. Puis, la machine va être capable d'automatiser beaucoup de choses, mais l'humain, ça va rester quand même le dernier rempart qui lui va venir dire celui-là, je pense que ça vaut le coup de continuer à le creuser parce que je pense qu'il est malicieux. Donc, c'est un travail d'équipe, je dirais. Exact. Merci. Donc, si on n'a pas d'autres questions présentement, sinon j'ai un petit commentaire à passer aussi également. Donc, on parle beaucoup. Certaines entreprises se demandent s'ils doivent externaliser ou internaliser. Donc, nous, on peut vous accompagner à élaborer, à savoir c'est quoi qui serait la meilleure solution pour vous. Aussi également à comprendre c'est quoi qui est demandé exactement dans les cas de conformité. Donc, on a souvent ces questions auprès des entreprises qui lit les cadres de conformité, mais ne voit pas noir sur blanc que c'est marqué d'avoir externalisé un SOC en tant que tel. Mais cependant, il y a des choses en matière de cybersécurité que vous pouvez voir, comme par exemple, Karine, je ne sais pas si tu pourrais citer un exemple, lequel il faut garder un playbook, mettre des playbooks en place ou garder aussi l'analyse, la répartition des logs. Donc ça nécessite d'avoir vraiment une équipe qui est dédiée. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on peut vous accompagner aussi également pour vous aider à naviguer puis à bien comprendre c'est quoi qui est exactement demandé pour un cadre de conformité pour vous assurer que vous respectez bel et bien qu'est-ce qui est demandé. Donc, je regarde ici, il n'y a pas d'autres questions. Il reste 1 minute. Donc, super. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, en fait, je vous remercie d'avoir assisté à notre webinaire. Donc, demain, on a une session aussi en anglais. Et puis, également, toutes les sessions vont être enregistrées. Donc, si vous désirez, en fait, avoir une copie, n'hésitez pas à nous contacter avec le courriel que vous voyez ici à l'écran. Ça va nous faire plaisir de vous le partager. Sinon, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci à tous. Merci à tout le monde.